C'est bon. Bon, bonjour à tous. Donc j'espère que la soirée d'hier s'est bien passée. Malheureusement, je n'ai pas pu participer, bon, parce que j'étais un petit peu fatigué, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, nous allons redémarrer donc nos travaux. Euh, Avant de débuter, je vais laisser la parole donc à Monsieur Raymond de SAM qui a une petite demande à vous faire. Bonjour à tous, je me présente Yann Raymond de la société SAM Outillage. Je m'occupe de toute la partie grand compte sur le territoire français. Et actuellement en SAM, on souhaiterait développer une nouvelle clé de torquage. Et c'est pour ça que j'aimerais pouvoir vous administrer un questionnaire. Parce qu'actuellement, quand vous avez pu passer sur le stand, vous avez pu voir qu'on a élaboré des clés connectées en Wi-Fi. Mais il n'y a eu aucune innovation majeure depuis plusieurs années sur les clés dites traditionnelles. Et c'est pour ça qu'on aimerait pouvoir réfléchir tous ensemble sur un nouveau projet. Parce que du coup, via les retours de questionnaires, ça nous permettra d'avoir un cahier des charges fonctionnel. Et du coup, horizon 1 an, élaborer une nouvelle clé dynamométrique. Donc après, si vous pouvez me faire un retour à la pause ou sur le temps de midi, ça serait super sur le questionnaire. Je vous remercie par avance. Merci, Monsieur Raymond. Donc, nous allons passer à la première session. C'est Madame Joëlle Pechnard du syndicat Artema de la Fédération des industries mécaniques, donc qui va donc gérer, si je puis dire, le temps, les questions, etc. de cette première session. Donc, Madame Pechnard donc est responsable des relations avec les industries du métier de la fixation, voilà, principalement. Madame Pechnard, je vous laisse le micro. Ce sera une très très courte introduction. Bonjour à tous. Vous avez vu qu'aujourd'hui, pour cette deuxième journée, ils ont commandé du ciel bleu, des activités extrêmement sympathiques hier soir avec un excellent dîner. Et donc, nous sommes tous sous les meilleurs auspices pour recommencer cette deuxième journée. Donc, les problèmes d'assemblage, ça ne date pas d'aujourd'hui, si c'était possible de projeter. Juste pour le clin d'œil, on parle beaucoup de nouveaux matériaux, mais il y avait des matériaux très anciens. Au temps du Paléolithique, un de leurs gros problèmes était, par rapport à un cahier des charges fonctionnel, réussir à se nourrir de façon suffisante pour passer l'hiver. Comment assembler du silex avec une hampe pour en faire une sagaie ou une pointe de flèche. Donc, ces hommes avaient inventé des assemblages multimatériaux en hybridant les technologies. Un emmanchement en force du silex dans la rampe en bois, qui était redressé de façon à être extrêmement précise au niveau du tir, un collage avec des substances végétales et une ligature avec des tendons qu'il mouillait pour le détendre. Il ligaturait l'ensemble qui se rétractait au séchage. Donc avec précision de tir, biosourçage, recyclage total, réparation. Donc aujourd'hui, c'est à vous d'inventer les assemblages de demain. Merci. Qui prend la suite ? D'accord. C'est quoi votre titre ? D'accord. Donc il paraît qu'il faut que je présente les intervenants, ce n'était pas prévu. Donc, nous allons passer la parole à Jérôme Mercier et Luc Moyard, qui travaillent dans le domaine du ferroviaire, et donc qui vont vous présenter la base pour un assemblage, c'est-à-dire la qualité et la sécurité. Ici, Bonjour à tous, je m'appelle Luc Moyard. Je vais co-animer cette présentation qu'on va vous faire. Tout est dans le titre, mais ce qui se cache derrière, c'est comment le monde du ferroviaire a pu gérer les assemblages depuis la conception
jusqu'en maintenance, en passant par des services annexes. Et donc on va parler de formation, on va parler de qualité, on va parler de sécurité, on va parler d'expertise dans les 40 minutes qu'on va vous présenter cette présentation. Donc je vais co-animer avec Luc la présentation. Donc moi c'est Jérôme Mercier, je suis à la SNCF et un peu plus précisément au laboratoire d'entreprise là où on fait des essais sur matériel roulant, Vitry-sur-Seine. Donc l'idée est de définir un petit peu un arsenal de formation, savoir à qui on va transmettre ces formations, quel est l'environnement déjà du matériel ferroviaire. Donc on va faire un petit focus sur ce que c'est qu'un train. On va parler de sécurité, de qualité bien évidemment, et on finira par une petite conclusion. Alors Jérôme, comment réussir la montée en compétences du personnel ? Alors, pour répondre à cette première question, juste préciser un petit peu l'objectif de ce matin, là, de notre présentation, c'est de vous faire un petit retour d'expérience pour partager un sujet qui nous occupe quotidiennement, qui est même certainement et probablement notre premier levier d'intervention pour, comme l'a dit Luc à l'instant, assurer sécurité et qualité d'un assemblage. Le sujet a été évoqué hier dans une présentation là, côté Airbus hélicoptère. C'est la montée en compétences, donc la formation. Alors, on va vous donner, nous, la réponse à cette question, hein, comment on l'a construit ensemble. Hein. Luc, lui, est plutôt côté constructeur. Moi, je suis plutôt côté maintenance, mais finalement, on a des sujets très proches. Hein, on travaille dans le ferroviaire tous les deux. Peut-être pas toujours les mêmes contraintes, mais en fait, en préparant cette présentation d'aujourd'hui, c'est pas une découverte, hein, mais on se pose les mêmes questions pour faire monter en compétence nos personnels. Et du coup, on a des éléments de réponse en commun. Alors, quelques premiers éléments de réponse. Et déjà, ce qui nous regroupe, certains parmi vous connaissent déjà assez bien ce groupe de travail Vitry ferroviaire. Donc au départ, c'est un peu à l'initiative de la SNCF, hein, ça date déjà de quelques années. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ça regroupe et des constructeurs et des exploitants-mainteneurs. Donc, par exemple, côté exploitant-mainteneur, on a SNCF de présent, mais il y a également la RATP. Et donc, l'objectif, hein, c'est de se partager nos contraintes, nos problématiques, et surtout de mettre face à ça des standards. Donc, j'ai envie de dire, une des premières réponses, là, à la montée en compétences, ça commence ici, c'est se poser les problématiques. Donc, on élabore ensemble des standards. Ici, un exemple de standard de conception. Là, où ça nous aide, c'est que lorsqu'un projet est lancé, si déjà on a les mêmes standards de conception définis, lorsque par exemple côté SNCF on va devoir dépouiller suite à un appel d'offres, valider des plans, etc. Si déjà on a les mêmes règles de conception, peut-être que dans 90% des cas ça va déjà nous faciliter la tâche. Donc bien sûr il va falloir faire monter en compétence nos personnels avec ces prescriptions qu'on aura définies, mais voilà en quoi ça peut également nous aider. Et puis si on se rapproche plus sur un sujet peut-être mise en œuvre, hein, conception, mise en œuvre, voilà, des évolutions côté normalisation qu'il faut également appréhender pour pouvoir bien monter en compétence. Ce sont des premiers éléments de réponse, mais on va poursuivre tout ça. Donc comme je le disais tout à l'heure, quel que soit le service ou le département, on doit considérer que du concepteur jusqu'au monteur, chacun doit en permanence être informé du contenu des standards que l'on vient d'évoquer. Informé, formé, et puis surtout appliquer les standards qui sont la feuille de route de l'entreprise. Et donc les experts qui sont dans ce groupe de travail qu'on vient d'évoquer ont aussi ce rôle, de s'assurer que cet arsenal de formation soit complet, toujours à jour, bien évidemment, vérifier que les gens ont été formés, les réhabiliter s'il le fallait, et s'assurer qu'ils appliquent bien évidemment les règles que l'on aura définies.
Alors, on va parler de la sécurité un petit peu rapidement. J'avais déjà longuement présenté cette diapo il y a 2 ans, lorsque on a classé les assemblages d'un point de vue sécurité. Mais simplement pour faire un petit rappel, alors c'est vrai que sur le rouge, c'est pas forcément très pratique. Donc, il y a 3 thèmes sur la sécurité. Le premier, c'est éviter les défaillances techniques, pour éviter des blessés, pour éviter des morts, bien évidemment. Un volet sur l'hygiène, hein, qui va permettre de gérer les employés sur leur lieu de travail et de s'assurer qu'effectivement ils travaillent dans de bonnes conditions d'un point de vue sécurité. Et puis également sur les problèmes de cybersécurité qu'on pourrait être confrontés, le vandalisme, le terrorisme. Donc voilà, donc ça c'est quand même 3 thèmes un peu distincts sur cette notion de sécurité. Alors, l'environnement d'exploitation, on va vous parler un petit peu de ce que c'est que le ferroviaire. Dans cette diapo, nous avons voulu présenter des lignes de produits pour lesquelles vous avez un peu l'habitude de les utiliser. On part d'un tram ou d'un tram-train, on va parler de métro et de 2 niveaux, hein, de simples niveaux, 2 niveaux de type TER. L'idée, dans cette diapo, c'est de montrer le nombre de passagers par heure et par direction sur les abscisses, et vous allez retrouver de l'autre côté des notions de vitesse. Hein. Bon, un tram-train, ça dépasse pas 100 km/h. Cela dit, un tram-train, c'est 10 000 personnes par heure et par direction. Et donc ça monte très très vite. Hein. Un TER, donc ce qui se passe sur les RER A, B, C, D, vous avez 100 000 passagers à l'heure sur des vitesses qui avoisinent les 140-150 km/h. D'accord ? Donc déjà, ça vous donne déjà une première idée de ce que c'est que le matériel ferroviaire. Une deuxième information qui me semble intéressante de partager avec vous, c'est aussi les puissances au niveau des moteurs. Un tramway, c'est 480 kW, pas plus, 500 kW maximum, et ça peut monter jusqu'à 16 MW. Prenez une locomotive, prenez un Eurostar, c'est 16 MW, il y a quand même 32 moteurs à alimenter, il y a de la puissance derrière. Hein. Donc ça vous donne déjà un peu aussi, alors par rapport aux distances parcourues, mais surtout par rapport aux puissances moteurs, vous avez l'évolution de tout le matériel roulant. Tu peux passer. Toujours dans le matériel roulant, vous avez cette fois-ci quasiment toute la gamme classée en matériel urbain, suburbain, régional, et puis toute la partie grande vitesse. Alors, j'ai pas mis les locomotives volontairement dedans, mais cette diapo vous montre les vitesses, qui sont ici sur la barre rouge, et puis les masses d'une rame complète. Donc, c'est sûr qu'un TGV qui roule à plus de 320 km/h, qui avoisine les plus de 1000 tonnes, vous appuyez sur un bouton, ça ne s'arrête pas instantanément, quoi, hein. Il va falloir des kilomètres et des kilomètres. Il y a quand même une masse à freiner. Donc c'est quand même important de regarder cette notion de vitesse et de masse associée au niveau de la rame. D'accord ? Alors, je vais vous lancer une petite vidéo. Alors peut-être certains la connaissent, d'autres la connaissent pas. Vous allez découvrir des choses. Faites attention. Enfin, c'est une vidéo que moi je présente quand je fais les formations. Faites attention un petit peu au contenu des textes qui vont être, des échanges qu'il va y avoir entre les différents protagonistes. Ça dure 8 minutes. Hein. Merde. Comment on fait pour revenir en arrière ? Merde. Oui, vous me faites plus vite. Merci.
tu vois, par rapport à ton poste précédent, là, Luo Corail, il faut que tu fasses une formation en assemblage boulonné. Il n'y a pas un mécanicien ici, à Luo matériel moteur, qui soit pas passé par la case Asboul. Ah bah moi, si ça marche, je serais ravi, au contraire. Je devais faire la session de février, mais ça a capoté. C'est vrai qu'il y a foule au portillon. Bah écoute, je vais voir ça avec le COFO, même si c'est pas pour tout de suite. De toute façon, il faut que tu passes par là, hein. C'est le b.a.-ba ici. Tiens, je te donne la doc maintenance, ça c'est important, hein. C'est pas potassé. Et puis tu vas faire tandem avec Stéphane, il connaît bien le métier pour être un peu plus à l'étrier. Tu vois qui c'est Stéphane, non? Oui, Fred, j'ai une pente condamnée sur la 501, tu peux m'envoyer quelqu'un, rapidos, là. Oui, c'est une évidence, c'est le même endroit, la transmission là, ok. Tu as la bielle, le truc, avec l'interputeur, d'accord. Bon, là, t'es au centre, là, ok. Tu recommences. En dessous. Bon, la brosse. Ah ouais. Voilà. Ah, elle a bien morflé celle-là. Ouais. Bah celle-là, elle a changé. Hein. Mais c'est souvent que ça pète comme ça? Bah tu sais, hein, 300 km/h, on est ballast l'hiver. Et c'est les mêmes critères sur le corail? C'est la hauteur, on va faire 80, et la largeur, 70. Donc là, à la limite, elle serait bonne. Mais bon, 3 lames de pété, on réfléchit pas. Hein. On dégage et on change. Mais de toute façon, quand tu as un doute, tu vérifies sur ton doc de maintenance. Ah ouais? Bah ouais, mais c'est pour ça que tu... Donc voilà. Ça va. Bon. Bon, je vais potasser tout ça, de toute façon. Bon, allez. Et hop. À toi de jouer. Ok. Bon. Tiens. Tu la positionnes d'abord, tu la pousses pas complètement. D'accord. Donc ça, après, tu peux mettre ta règle. Voilà. Là, elle est bonne. Et là, tu prends ta clé. Après, on prendra la grande clé dynamo pour serrer au couple. C'est juste pour avoir l'accroche. Ouais. C'est pressé ton truc? Ça, il a trop vite moi. Tu finis? Ouais. Hein, t'as les clés dynamo, tu serres au couple? Ouais. D'accord? Ça marche. Fais confiance. Allez. Ça y est? Terminé? Ouais, nickel. Ok, t'as bien serré au couple? Ouais, jusqu'au petit claque, comme d'hab. Ok, bon allez. Un coup de stylo tube. Hop. Tiens. Allez, hop là. Voilà. Allez, j'arrive, je te tourne. Bras support. Conforme. Ok, brosse de contact. Non, conforme. Ouais, c'est bon. Donc là. Donc, remplacement, brosse de contact. Ok. RPL, hop. Coche là. Et donc là, on va mettre le numéro de clé. Hop, je te donne la première. Donc c'est L2 12 43 981. Et la date de contrôle, c'est le 08 2011. C'est bon? Okay. La deuxième... Tiens, oui, Stéphane. Dis-moi Stéphane, vous avez changé la brosse et fait les essais électriques là qui vont avec? Ouais, c'est bon. Ok, tu peux valider l'OP d'Antique pour moi? Et je rends le rameau commercial. Ouais, bon, ok, d'accord, je vais le faire. Ok, je te remercie Stéphane. À demain. Voilà. Ah bah t'as plus qu'à signer. D'accord, allez, un moment. Tu regardes le niveau, la couleur et l'odeur.
Alors, c'est parti, tout se passe bien? Super. Ouais, j'apprends plein de trucs nouveaux par rapport au corail, ça me change, je suis content. Bon, bah très bien. T'as vu Stéphane, hein, c'est vraiment un mec Ah super. ouais, c'est un bon. Il suffit de parler avec lui 2 minutes pour voir qu'il aime son métier. Bon. Ah, ça me fait plaisir de bosser avec lui, Bah, vraiment. moi aussi, je suis content. Bah, écoute, bon courage. Merci. Allez. Ciao. À 50% sur la vidange. Et nous sommes très heureux de le voir débarquer ici ce soir. Ensuite, Match nul. Par le français Eric Aucun train depuis 9h30 ce matin en gare du Frénois suite à un accident mortel de voyageurs. D'après les témoins, un objet se serait détaché d'un TGV en pleine course pour frapper mortellement un jeune homme. Des informations plus complètes lors de notre prochain journal. Si c'est le Frénois, c'est pour nous les mecs. Parce que là, ils vont tout fouiller, ils vont fouiller les traces et tout, si c'est moi le rempli. Ça fait plein de trucs. ça peut être des vis, des boulons. Ah, ça pourrait être n'importe quelle pièce mal serrée au couple. Avec les vibrations, ce serait barré ou... Si tu viens de chez nous, il y a des Dis-moi, je pense à la brosse qu'on a montée le premier jour. Ouais. T'as bien utilisé la bonne clé dynamo, avec les bons boulons qui vont avec. Comment ça, la bonne clé? Attends, on est d'accord qu'il y a bien 2 clés. Une pour le support qu'on règle à 160 et une pour le boulon du câble qu'on règle à 50. Tu vérifies sur ton doc de maintenance. T'as les clés dynamo, tu serres au couple. D'accord. La question est de savoir si ces derniers temps il y a eu une intervention sur la brosse de contact de la rade 546. Et donc là, on va mettre les numéros, les clés. Je te dis que t'es la première. C'est... Ok, tu peux valider l'OP d'entier pour moi? Ok, d'accord, je vais le faire. Tu connais bien le métier pour appel de électrier. Tu vois qui c'est, Stéphane? Historico, hein? Salut. Je te disais, tu vois qui c'est, Stéphane? Oh, Greg, je te parle là. Ouais. Stéphane, tu vois qui c'est? Oui, je vois qui c'est. Je connais pas, mais je vois qui c'est. Ok, bah tu me changes cette brosse maintenant. Hein, tu rejoins Stéphane en voie 8 et vous me la changez dans les règles de l'art, ok? Ça marche. Bon, donc voilà une petite vidéo un peu agressive dès ce matin, 9h. En tout cas, malgré tout, ça, dans la continuité de ce qu'on a pu se dire juste avant, c'est ce qui nous guide aussi dans toutes nos formations, montées en compétences. Et on a juste envie que ça reste seulement un cauchemar. Après, quand on s'est dit ça, on a un certain nombre d'événements, malheureusement trop souvent, ça reste des précurseurs. Ça peut être déjà des événements sécurité et c'est déjà des grosses alertes. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a ce genre d'événements? Voilà, on essaye de les classer. On parle là d'événements liés à des casses de vis, à des défaillances de vis. Donc on essaye de les classer par rubrique, on les analyse. Et puis quand on regarde d'un peu plus près, ressortent quelques thématiques. Des erreurs d'assemblage, de la corrosion, de la qualité et puis d'autres événements. Alors si on regarde un petit peu la répartition, ça peut donner ce genre de répartition. Si on reprend l'exemple de la vidéo qu'on vient de voir, ça pourrait rentrer dans ce cadre-là, erreur d'assemblage. Alors qu'est-ce qui se cache derrière erreur d'assemblage? Il y a un tas de causes, mais globalement deux thématiques, souvent des sujets mis en œuvre ou des sujets plutôt lié à la conception. Et puis finalement, quand on recherche la cause racine, on remonte, très souvent derrière tout ça, je n'ai pas un pourcentage précis, mais peut-être dans 90% des cas, il n'y a pas souvent qu'une seule cause, mais en tout cas la cause humaine est présente. Donc on fait assez bien le lien entre montée en compétences de tout le personnel et puis cette rubrique là qui représente 60% des erreurs d'assemblage. Alors,
Ça, c'est un peu notre plan d'action, justement, pour monter nos formations. C'est d'apprendre de toutes les erreurs qu'on peut avoir là, dans ces 70%. Ce n'est pas l'objet sur les autres sujets où on est peut-être moins concerné par la montée en compétences. Il n'empêche qu'il faut aussi avoir des actions. C'est l'objet de notre groupe de travail. La corrosion, ça a pu être évoqué aussi hier, et très présente. Ça peut être des sujets qualité. Et puis dans autres, qu'est-ce qu'on retrouve? Plutôt des sujets exploitation du matériel avec des sollicitations d'un niveau inattendu suite à des chocs, etc. On pourrait avoir un certain nombre d'éléments comme ça. Donc voilà en tout cas le plan d'action qui nous guide peut-être pour répondre aux questions qui vont arriver par la suite. Comment s'assurer que l'arsenal des formations à disposition est complet? Donc ça, effectivement, c'est une des questions qu'on se pose. L'idée, c'est de se remettre en cause en permanence et d'alimenter nos formations en fonction de ce qu'on vient de voir là. On vient de parler d'erreurs d'assemblage, il y a pas mal de causes. Donc l'idée, c'est d'utiliser tous ces indicateurs. Moi, j'appelle ça des indicateurs qualité. C'est s'attarder sur ce qui ne va pas. Toutes les causes racines là, qui ont pu nous amener à ces événements d'erreurs d'assemblage, et donc de faire évoluer nos formations en fonction de ce qu'on peut en retirer des analyses d'événements sécuritaires par exemple. Comment on fait évoluer aussi nos formations? C'est beaucoup de retours d'expérience avec deux voies possibles. Une première voie qui est le simple retour d'expérience déjà de les formations qu'on dispense. On est en échange avec nos opérateurs, avec nos personnels. Et donc parfois, on fait évoluer nos formations avec ce qu'on constate en direct pendant nos formations. On parlait de clé dynamométrique tout à l'heure, là c'est plutôt une visseuse, mais tout à l'heure, là on a parlé de clé dynamométrique. On se rend bien compte, nous, clairement, que en termes de compétences d'opérateurs qu'on peut embaucher, il y a encore quelques années, on n'avait pas besoin d'apprendre à faire régler une clé par les opérateurs. C'était évident, il y avait des signes, il y avait des flèches, il y avait des réglages étaient simples. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, donc on a pu rajouter dans nos formations des rubriques où on vient bien faire comprendre aux opérateurs comment régler des clés. On commence à utiliser des visseuses, il y a un aspect sécurité personnelle, c'est des éléments qu'on rajoute en permanence. Et puis aussi, c'est bien sûr beaucoup de retours d'expérience terrain, des prescriptions qu'on a pu imposer à un moment donné pour le bien de la maintenance de notre matériel. Je pourrais juste citer un exemple là, qui est évoqué ici par le schéma. On vit avec beaucoup de taraudage là, sur nos matériels roulants. On a une prescription qu'on répète assez souvent qui est de ne pas rafraîchir ou nettoyer nos taraudages avec un tarot. Bien sûr, quand on fait la maintenance, au bout de 10 nettoyages ou 10 rafraîchissements avec un tarot, on vient retirer de la matière, on vient endommager nos taraudages. Donc là, aujourd'hui, on est dans une phase où du coup, on doit réparer nos taraudages. Donc quand c'est un taraudage sur un châssis de bogie, sur un essieu, sur des organes sécuritaires essentiels, ça peut être très compliqué. Donc on a complété nos formations sur comment réparer un taraudage, comment extraire une vis, etc. Mais en tout cas, l'idée de la formation, c'est surtout de rappeler au départ et de donner des moyens. C'est comment bien nettoyer un taraudage. Donc on a une grande diversité de cas d'emploi. Le serrage, et plus particulièrement le serrage au couple, vous l'avez vu au travers de la vidéo, ce qu'on commence un petit peu à vous donner comme information, est une solution la plus démocratisée pour assembler des assemblages entre eux, des pièces entre elles, ou des éléments. 70% des liaisons d'un train sont assurées par de la boulonnerie, ce qui représente, à titre d'exemple, sur un TGV, 17 000 vis serrées au couple, dont 11 000 vis sont classées sécuritaires. Je vous parlais de la classification des assemblages sécuritaires d'un niveau élevé, moyen ou faible. Là, on parle d'un niveau élevé, 11 000 vis d'un niveau élevé, sur les 17 000. Donc, l'illustration à côté, c'est pas tant de rentrer dans les détails sur la typologie de nos assemblages, c'est plus pour montrer que sur divers organes d'un train, et ils sont très nombreux, ils ne sont pas tous représentés ici,
mais ça commence par un attelage, hein, où on a de la boulonnerie. Donc tous ces éléments-là qu'on peut voir sont assemblés par de la boulonnerie. Ça va sur du carénage, c'est des panneaux de commande de freinage, ce sont des armoires en cabine. Côté extérieur, on a des châssis de bogies, c'est là où on retrouve tous nos assemblages sécuritaires. Là sur la partie locomotive, on a les connexions électriques avec un transformateur, on trouve aussi un compresseur. Si on regarde côté toiture, assemblage pantographe, c'est aussi de l'assemblage boulonné, et puis tout ce qui est aménagement intérieur avec siège, porte-bagages, etc. Donc il y a de l'assemblage boulonné partout. Comment on uniformise les pratiques sur tous les sites? Oui, alors là, c'est une problématique qu'on peut rencontrer là, aussi bien chez Alstom que chez SNCF. Hein. On est des grands groupes, donc on a des sites un peu partout, alors, concernant la SNCF au moins en France. Et l'idée, c'est d'uniformiser nos pratiques. Comment faire ça? Si on laissait à la manœuvre chacun de nos centres de maintenance, chacun irait chercher un peu sa façon de former les gens, chercher avec un organisme extérieur. Là, on a plutôt essayé de vraiment rester avec des formations en interne. Il existe des formations nationales. Et puis l'idée ici, c'est d'apporter des réponses ou d'apporter des montées en compétences au plus proche du terrain. Comment on procède? L'idée, c'est d'avoir, c'est assez simple, hein, mais c'est d'avoir un référent au local. Tout ça, ça a plusieurs vertus. Hein. Ça permet d'avoir un échange entre l'ingénierie, la production. Ça permet également, et je pense que là c'est le plus important, c'est qu'à partir du moment où on a un référent, on a une personne à qui on peut poser les questions, c'est que déjà les questions on se les pose. Bien souvent, et je ferai encore référence à la vidéo, certainement qu'on peut avoir des questions, mais à un moment ou à un autre, quand on est comme là au moment de la vidéo, il y a un objectif, hein, c'est de faire sortir le TGV pour qu'il puisse derrière circuler et assurer un service commercial. Donc on est pris aussi dans ce flot-là, qui est l'objectif principal, sortir le matériel. Et du coup, on ne se pose même pas les questions. Si on est face à une situation qu'on ne sait pas résoudre, qui n'est pas la normalité, on va, excusez-moi du terme, on va employer le système D, on va faire comme on peut. Alors que si on a un référent, on va se poser les vraies questions. Et donc là, on a quelqu'un d'identifié qui, si lui ne connaît pas la réponse, peut aussi s'adresser au réseau pour essayer d'éclaircir le problème. Donc, il a aussi à sa disposition un certain nombre d'outils, hein, pour bien faire comprendre les messages aux opérateurs si nécessaire. Donc c'est ce qu'on appelle des dojos, des académies. Enfin, c'est un local dédié où on peut même peut-être en vis-à-vis juste montrer à l'opérateur et faire comprendre les choses. Avec la batterie d'indicateurs qu'on a vu tout à l'heure, pour classer et chercher les thèmes dont on a besoin pour améliorer nos modules de formation. Bon, on a bien évidemment, on a cherché qu'est-ce qui posait problème sur un assemblage non conforme. Et dans ce cas de figure-là, bon, on a tracé, on a utilisé des outils de qualiticiens, on a pris un Ishikawa et on a commencé à classer selon la méthode des 5M. Quels étaient les éléments les plus importants sur lesquels on va faire un point focalisé pour améliorer justement ces modules de formation. Alors je ne vais pas le détailler ici, mais voilà, ce genre de méthode que l'on met en place bien évidemment pour nous améliorer. Alors l'idée c'est comment on fait pour qu'il n'y ait pas d'interprétation possible sur nos modules de formation et dans nos documents. Donc là aussi, on l'a vu dans la vidéo, hein, chaque procédure, on a un document de maintenance. Et l'idée et l'objectif, hein, c'est surtout que ce ne soit pas interprétable. Dans le cas de la vidéo, on est parti sur d'autres causes. Mais l'idée pour les opérateurs, par exemple sur le terrain, pour s'assurer qu'on applique bien la procédure, je prenais l'exemple du nettoyage du taraudage tout à l'heure, l'idée c'est de leur faire comprendre, et ça on le fait au travers d'exercices pratiques, hein, dans les fameux dojos ou Asboul Academy. On leur fait comprendre comment ça va se passer. Donc on a des maquettes, hein, on a du concret. Comment ça va se passer si je ne nettoie pas mon taraudage, par exemple. Donc c'est des exercices pratiques qui nous servent à faire passer les messages. Et puis ça va même un peu plus loin, hein. L'idée,
c'est d'aller accompagner jusque sur le terrain, donc accompagner la procédure jusqu'au bout, hein, pas comme ce qu'on a vu tout à l'heure encore une fois. Mais ça fait partie des essentiels, enfin, qu'on considère comme essentiels pour assurer la bonne montée en compétences. C'est pas que la partie formation en salle, c'est aussi cet accompagnement sur le terrain. Alors bien évidemment, c'est un impact tout ça, hein. On a vu que tous ces niveaux de qualité, tous ces indicateurs, on a des points d'arrêt. Et bien évidemment, tout ce qui n'est pas conforme, on a une classification qui est faite avec des points de démérite. Alors ça s'appelle différemment dans plusieurs domaines d'activité, mais l'idée c'est un peu ça. Et ces points de démérite font des blocages durs pour la sortie du matériel roulant, que ce soit chez le constructeur pour une rame neuve, que ce soit en phase de maintenance. Et ça a des coûts. Ça génère du temps, ça génère du délai, ça alerte notre hiérarchie, beaucoup de clignotants qui tournent là-haut, et ça redégringole en plus fine, et ça fait quand même du mal. Donc on a un vrai suivi au niveau de ces points de démérite. Alors comment on intéresse l'auditoire, les gens qui vont être formés, les apprenants ? C'est une question effectivement aussi fondamentale, hein, parce que des formations, quand on regarde, même en interne, on peut en avoir pas mal. Et comment concerner les gens ? Alors, j'ai 3 éléments de réponse, c'est certainement pas suffisant, mais en tout cas, nous, c'est peut-être les 3 leviers sur lesquels on agit aussi pour bien faire comprendre que la formation, y a un intérêt et comment on va intéresser justement notre auditoire. Alors, plusieurs façons de faire, hein. Déjà, c'est de dire effectivement ce qu'on va leur montrer, ce à quoi on va les former, ça leur sert dans la vie de tous les jours professionnellement, mais finalement, ça peut aussi leur servir dans leurs activités domestiques, hein, pour ceux qui font du bricolage, de la mécanique. Les règles de l'art restent exactement les mêmes, et ça, quelque part, ça peut paraître bénin, mais quelque part, ça porte un petit peu pour donner de l'intérêt aussi à la formation. Un autre que j'ai pas besoin de vous présenter, vous l'avez vu tout à l'heure au travers de la vidéo, mais c'est important de le rappeler régulièrement aussi. On fait de la maintenance des trains, le train il est arrêté, il est sur une fosse, on oublie même assez rapidement que le train peut circuler et il peut y avoir des conséquences dramatiques. Donc cette vidéo ou d'autres éléments, hein, d'autres exemples de mauvais retours d'expérience peuvent nous aider à faire passer le message. Et puis, dernière chose importante, je vous parlais qu'on avait des formations en interne, mais on les adapte aussi en fonction du profil de nos interlocuteurs, hein. On a bien sûr pas mal d'opérateurs qui font de l'assemblage, mais un peintre est aussi concerné, un magasinier est aussi concerné, et puis également toute la hiérarchie. Donc on a aussi des formations avec des messages adaptés à tous ces profils-là. Donc justement, dans les formations, alors ça s'appelle Asboul Académie côté SNCF, côté Alstom, on a des dojos, des académies, des écoles diverses et variées, mais chaque formation a été traitée en fonction de la job description, du métier de chacun. On a des formations de sensibilisation pour les engineering ou les méthodes, on a des niveaux de formation pour les nouveaux embauchés ou les postulants. Les postulants en tant que formateurs ou référents, qui eux vont avoir une délégation, ils vont être habilités ou réhabilités, hein, et derrière il va y avoir un suivi, on en parle tout de suite après. Bien évidemment, le management opérationnel a sa propre formation également, peut-être un petit peu qu'ils savent de quoi on parle. Et puis les opérateurs, les techniciens de qualité, les techniciens de maintenance, tous ces gens-là, les acheteurs, bien évidemment, tous ces gens-là ont une formation qui leur sont dédiées sur tout ce qui touche l'assemblage boulonnais. Alors comment on informe des évolutions normatives et comment on les intègre dans nos standards ? Donc, cette question-là, peut-être je vais juste citer un exemple. Luc l'a évoqué tout à l'heure et on l'avait présenté il y a 2 ans. C'était la mise en place de niveaux de sécurité adaptés aux assemblages. Donc, qu'est-ce qui nous a motivé à ajouter tous ces critères-là sécuritaires sur les assemblages? C'est une évolution normative. Donc, ça part d'une évolution normative. Mais au final, ce qu'on a essayé de faire aussi pour aider à bien faire passer le message,
c'est faire le lien entre ces niveaux sécuritaires qu'on a rajoutés, et malgré tout, ça change un peu notre fonctionnement. Mais on a essayé aussi de le lier avec un besoin qu'on avait, un besoin très concret qu'on avait déjà dans nos centres de maintenance et dans nos ingénieries. Je prends un exemple tout bête, on a cité tout à l'heure 17 000 vis sur un train, dont 11 000 vis serrées au couple de serrage. Ça veut dire qu'il y en a un certain nombre d'autres qui sont pas serrés au couple. Et nous, très souvent, sur le terrain, les opérateurs se posent la question, j'ai pas de couple de serrage, est-ce que c'est normal, est-ce que je devrais pas avoir un couple de serrage? Donc on pose la question à l'ingénierie, et puis parfois les réponses sont approximatives. Finalement, le lien ici est direct avec ces assemblages sécuritaires et ces niveaux de sécurité qu'on a rajoutés. Et aujourd'hui, finalement, ces niveaux de sécurité, ça permet à l'ingénierie de répondre très clairement à la production en se disant non, là, il n'y a pas besoin d'un couple de serrage, on est sur un assemblage de maintien. Donc cette classification, finalement, elle peut aussi nous faciliter la vie. Donc l'idée pour bien faire monter en compétences et bien faire comprendre les sujets aux gens, c'est aussi d'essayer de leur accrocher à un besoin concret qu'on peut avoir sur le terrain. Donc, pour former les opérateurs et les fonctions support, on a classé ça en procédés. Le serrage contrôlé fait donc partie des procédés dits spéciaux. On en a discuté, il me semble, hier. Au même titre que le collage, la soudure, le rivetage. Nous, on a une norme qui s'appelle IRIS dans le ferroviaire. Bon, tout ça, c'est aussi classé d'un point de vue normatif. On a des attendus techniques. On a beaucoup parlé de sécurité, bien évidemment. Ces exigences doivent répondre à des problématiques de fonctionnalité, de niveau de contrainte et bien évidemment de niveau de sévérité. Et l'attendu technique au niveau de l'assemblage boulonné et au sein même des procédés spéciaux, il me semble normal d'exiger le même niveau de maîtrise que la soudure ou que le collage ou que le rivetage. Il n'y a pas de raison, on a les mêmes normes, on a les mêmes classifications, donc c'était important que tous ces domaines appartiennent à ce qu'on appelle donc des procédés spéciaux. Comment on aide à la mise en œuvre des bonnes pratiques? Donc là, la réponse à la question, alors c'est la mise en œuvre, et puis c'est comment on s'assure sur le terrain au final que les compétences sont déjà là. Donc ça, c'est les évaluations qu'on peut avoir après chaque formation. Donc on évalue la compétence de nos opérateurs, enfin de notre personnel, parce qu'il n'y a pas que des opérateurs. Et l'objectif, c'est qu'il n'y ait que le personnel qui a répondu positivement aux évaluations, qui puisse appliquer derrière. Et puis comment ça se finalise, c'est finalement deux outils pour moi qui sont complètement corrélés. C'est la veille derrière. La veille, c'est quoi? C'est une action hiérarchique au départ pour s'assurer que cette fois-ci, ce qui est fait sur le terrain répond bien aux prérequis, répond bien aux règles de l'art définies auparavant. C'est là où le référent technique peut aussi intervenir et est souvent d'une bonne aide. Mais en tout cas, voilà, c'est les deux outils qui permettent de boucler un peu la boucle et de s'assurer, au-delà de la formation, que sur le terrain, tout est clairement mis en place. L'avantage de la veille, c'est que ce n'est pas qu'un contrôle final, c'est un contrôle qui a lieu tout au cours des opérations, et il y a un certain nombre d'écarts qu'on peut observer que lorsqu'on va voir ce qui se passe pendant la procédure de montage et pas seulement à la libération du produit. Donc on a bien évidemment des attestations qui sont à l'habilitation aux procédés spéciaux. Là, typiquement, on a un opérateur qui a été habilité au serrage au couple. Il a son document qui est signé par le référent ou le formateur et il n'a pas le droit de faire autre chose que la formation qu'on lui a dispensée. Est-ce que l'exhaustivité des formations a-t-elle bien été dispensée à tout l'ensemble du personnel ? Voilà, bon là c'est assez simple, mais c'est important. C'est la traçabilité de tout ce qui a pu être fait en termes de formation pour chacun des personnels. Donc c'est une action plutôt RH au départ, mais effectivement à nous aussi, face à des situations, je vous parlais d'événements sécuritaires tout à l'heure, de s'assurer que
toutes les équipes soient bien passées sur ce cursus de formation. Donc vous l'avez compris, au travers de tout ce qu'on vient de vous montrer, il y a un triptyque qui devient incompressible, qui est d'abord, de faire bon du premier coup. Et faire bon du premier coup, c'est aussi s'assurer que les gens ont toutes les bonnes formations, ont toutes les bonnes informations pour pouvoir travailler et les bons outillages. Non seulement faire bon du premier coup, mais ça serait bien aussi de respecter les délais, donc de le faire dans les temps impartis. Bien évidemment, nommer des experts, nommer des référents qui sont là pour analyser, former, soutenir les équipes. Ça fait partie de ce triptyque. Et le troisième point, on en a longuement discuté juste un peu avant, c'est bien évidemment le retour d'expérience et de capitaliser toutes les informations. Voilà, pour conclure, bon, forcément, là, ce qui nous réunit, c'est notre groupe de travail, mais pour résumer en 2 mots, ce qui, pour nous, est une réussite sur la montée en compétences, c'est l'anticipation, c'est tout ce qu'on peut anticiper comme évolution. Et puis, deuxième chose importante, c'est on essaye le plus possible d'utiliser nos retours d'expérience au travers de divers leviers pour en mettre à jour toutes nos formations et toutes ces montées en compétences. Voilà, merci à tous de votre attention. Merci à tous. Merci Luc, merci Jérôme pour cet exposé. J'ouvre la discussion qui sera, j'espère, pas trop long quand même parce que le temps est un petit peu dépassé, mais ce n'était pas de la faute des conférenciers, c'est le point de départ. Qui a une question à poser? Qui pose la première question? Bon, C'est bon. Bonjour, merci pour la présentation. Alors moi j'ai 3 petites questions. Vous nous avez mis une belle vidéo donc, qui fait bien peur. Aujourd'hui ça veut dire que vous avez des grosses problématiques. Il marche pas le micro? Si, il marche. C'est bon? Vous m'entendez? Ça va aller. À peine. Je vais parler plus fort alors. Merci pour la présentation. Donc moi j'ai 3 petites questions. Vous avez montré une belle vidéo sur un desserrage spontané. Est-ce que c'est des choses que vous avez beaucoup sous vibration et sous chargement? C'est un peu la question que hier nous on a eue et bon, je vous la pose. Ensuite, j'ai vu que vous marquiez les écrous. Et savoir comment vous gérez ça en fin de compte. Est-ce que vous faites une vérification périodique? Comment vous gérez ça? Parce que vous marquez l'écrou, je suppose, c'est pour aller le vérifier tous les X temps. Et la dernière question après, c'était, vous parlez de couple, mais quel est votre niveau d'exigence au niveau de la consigne de couple par rapport à vos moyens? Est-ce que vous avez des choses particulières? Je ne sais pas, c'est plus ou moins 10%, plus ou moins 20%. Voilà, tout un petit peu différentes exigences. Voilà, mes 3 questions. Concernant peut-être la première question, là, desserrage ou dévissage spontané, c'est effectivement pas forcément les exemples, enfin en tout cas les cas de défaillance qu'on a le plus souvent. En revanche là la vidéo, et là c'est plus net, mais plutôt en évidence une défaillance au moment du montage, donc on n'applique pas la consigne correcte. Et ça, en l'occurrence, c'est quelque chose qui revient beaucoup plus souvent. Les cas de desserrage, dévissage spontané. Alors, oui, on a parlé de dévissage, on n'a pas trop ce genre de cas. Des cas de perte de tension, on peut en avoir quand même. On peut en avoir quand même quelques-uns. Je ne sais pas sur les autres questions. Il y a une question marquage aussi. Je sais pas si. Ouais, marquage. Question marquage, oui, effectivement, il y a du marquage alors, qui a 2 fonctions. Hein. La première, c'est surtout de dire j'ai serré. Donc cette fonction, elle a une fonction dans la durée qui est plutôt courte, hein, puisque c'est s'assurer au moment de libérer le train que tout est serré. Et puis effectivement, dans certains cas particuliers, mais là c'est dicté sur les règles de maintenance, il peut y avoir un suivi dans le temps comme indicateur de dévissage. Mais là, ce n'est pas tous nos assemblages qui sont concernés dans ces cas-là. Et après, sur ce marquage, est-ce que vous l'avez qualifié? Parce que, je dis une bêtise, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il va s'altérer.
Est-ce que vous avez fait des qualifications particulières du produit que vous utilisez pour marquer? Comment vous le mettez et tout? Comment vous le mettez? Alors, c'est des questions que nous, on se pose en ce moment, donc c'est pour ça que je vous pose les questions aussi. Alors, le marquage, on l'a qualifié, bien évidemment. Toute vis qui est serrée au couple est marquée, selon en plus un niveau de sécurité qui est affecté par le bureau d'études, par l'engineering. Et ce marquage, enfin cette classification sécuritaire va en plus entraîner soit du contrôle périodique, soit dans un laps de temps un contrôle plus rapide, et puis et périodique après. Il faudra peut-être aller dans l'ordre. Chaque trait de couleur représente quelque chose. On a défini une typologie de couleurs. L'opérateur atteste qu'il a bien serré au couple, il fait son marquage après son serrage. Ça, c'est le premier point. Si toutefois, effectivement, on doit contrôler 24 heures, 48 heures après, il y aura un autre marquage, parce que ça sera fait par une autre personne, d'une autre couleur, mais dans tous les cas de figure, ça va attester qu'effectivement, il y a bien quelqu'un qui est passé dessus. L'avantage aussi dans cette classification qu'on vient d'évoquer, puisqu'on l'a qualifié, les produits, c'est aussi, on ne veut pas d'utiliser de feutre, parce qu'effectivement ça s'altère, comme tu disais tantôt. On va utiliser plutôt des écrits métal, quelque chose un peu plus en relief, parce que ça ne s'altérera moins vite. Même au niveau d'un sous-châssis d'un train qui est quand même assez sale, les opérateurs de maintenance, lorsque le train va rentrer en atelier, vont continuer à voir que ce marquage en relief n'a pas été rompu. Et s'il n'a pas été rompu, c'est qu'effectivement, on peut supposer que la boulonnerie n'a pas bougé. Je ne sais pas si ça répond clairement à tes questions. Donc ça veut dire que s'il a disparu, dans tous les cas, vous recontrôlez et tout, donc vous ne cherchez pas à comprendre. On ne cherche pas à comprendre et on remplace tout. D'accord, ok. Et il me reste juste la question sur la classification des couples. Sur la classification ? Sur le niveau de couple, c'est quoi? C'est plus ou moins 10%, alors, plus ou moins 20%? Le standard chez nous, c'est plus ou moins 20%. Parce qu'on utilise majoritairement de la classe 8.8. On n'a pas le droit de descendre en deçà. On a évité de mettre du 12.9, donc c'est terminé, ce genre de produit on ne l'utilise plus. Donc on est sur du 8.8 majoritairement et du 10.9. Et la tolérance de dispersion, elle est à plus ou moins 20. Ça risque de changer avec la nouvelle norme qu'on est en train d'écrire avec les Allemands, on va passer à plus ou moins 15. Mais voilà, ça reste dans cet esprit-là. Donc du coup, sur vos plans, vous avez le couple nominal. Vous avez le couple au milieu. Le couple nominal, sa tolérance ensuite, et son niveau de sécurité. Et vous choisissez le moyen pour être dans cette tolérance-là. C'est comme ça que vous fonctionnez. Absolument. Merci. Je t'en prie. Moi, j'avais une autre question sur l'aspect groupe visserie que vous avez. Est-ce que les bureaux sont impliqués dans votre groupe de travail? Est-ce qu'il y a aussi des formations bureau d'études ou autre? Ou est-ce que c'est vraiment dédié monteur, quoi? Alors c'est lié au niveau de sécurité, c'est lié à la conception, bien évidemment. Les engineering n'ont pas leur mot à dire, c'est aussi pour ça qu'on a des règles qui sont drastiques, qui doivent être respectées et que l'on a coécrit en tant qu'expert. L'objectif, c'est que... Alors, je vais parler juste une seconde pour Alstom, mais bon, pour SNCF, c'est exactement pareil. On a des engineering qui sont répartis au travers le monde. On ne peut pas commencer à demander l'avis à tout le monde, parce qu'on ne va pas y arriver. Déjà, sortir un document déjà en tant qu'expert, c'est déjà assez complexe. Si en plus, il faut demander l'aval de tout le monde, ça va être... Il n'y a jamais un document qui sortira. Donc, à partir du moment où, effectivement, on répond à des normes, et on répond à un certain nombre de critères industriels, c'est tout. Après, on a des tables, on a des tableaux, on a des guidelines qui sont ultra précis. Toutes les engineering doivent appliquer ce qui est écrit. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a un peu expliqué. C'est de s'assurer qu'effectivement, les gens appliquent bien les règles qui ont été définies.
Okay. Mais parfois, c'est vrai que les concepteurs donnent des consignes spécifiques sur des liaisons et les monteurs souvent appliquent mal parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi c'est demandé comme ça, quoi. Alors, effectivement, on peut avoir des assemblages un peu spéciaux, un peu particuliers. Généralement, ça va passer par un bureau de calcul qui ont l'obligation de revenir au standard. Et donc d'aller contraindre les études de revenir sur des montages relativement simples. Si le gars il s'amuse à dessiner des moutons en 5 pattes, effectivement, ça va devenir très très compliqué. Donc on essaye toujours de revenir par l'engineering en leur expliquant que, il y a un moment donné, si il n'atteint pas la précontrainte installée dans le montage, ils augmentent leur diamètre de vis, ils en mettent un peu plus. En dernier recours, on change la classe de vis ou éventuellement on graisse, qui est interdit dans le ferroviaire. Mais voilà. Mais l'objectif, c'est toujours d'essayer de revenir au standard. Ok. Et en corollaire, les bureaux d'études, eux, n'ont pas leur propre réseau. Les bureaux d'études, les concepteurs, ils n'ont pas. Non. Okay. Merci. Moi, je vais être obligé de clore ça parce que je vois que ce sujet est super intéressant. On pourrait faire une conférence rien que sur ce sujet. Donc, alors une question là, pour la route. Ça dépend qui. Une question très rapide de Monsieur Dominique Grosse qui a trouvé votre présentation extrêmement intéressante et qui souhaiterait savoir s'il pourrait récupérer votre PowerPoint. Si vous êtes d'accord, on pourra pas de problème. Parfait. Et j'ai une autre question de Jean-François Dutoit. Donc là, on va faire une première technique. Son micro à distance. Est-ce que vous pouvez activer votre micro, Monsieur Dutoit? Oui, bonjour, vous m'entendez? Parfait. Ah, parfait, merci. Merci pour votre présentation très intéressante. Une question, oui, moi je voudrais savoir quel niveau de frottement vous considérez? Qu'est-ce qui est normalisé chez vous? Frottement assemblage, c'est-à-dire frottement, filet, sous-tête, écrou. En fait, qu'est-ce que c'est votre norme? 0,15. Ah, ok, d'accord. 0,15 plus ou moins 0,03, c'est ça? D'aller vite, alors je vais vite. Hein. Non, c'est 0,15. Alors après, il y a effectivement des petites subtilités entre les filets, sous-tête, etc. Mais on va considérer de manière globale 0,15. Ok, c'est comme chez PSA. Et enfin, plus ou moins 0,03. Oui, ok, d'accord. Et est-ce que vous utilisez parfois, ou dans des cas bien spécifiques, du frottement faible pour améliorer les dispersions, puisqu'en fait, vous travaillez qu'au serrage au couple? Non. Majoritairement non. Nos collègues en Allemagne utilisent les coefficients de frottement qui sont décrits par les constructeurs automobiles. Donc eux sont plutôt à plus ou moins 0,12, plus ou moins 0,03. Mais globalement, pour la majorité de ce qui se passe chez Alstom, on est à plus ou moins 0,15. Ok. Je vous remercie. Bien. Je crois que cette fois-ci, on va être obligé de clôturer. Et je vais passer la parole donc à Jean-Luc Dion qui va introduire donc les ateliers dont il a parlé hier. Alors ça va être très rapide, hein, ça y est, c'est introduit en fait. Vous montez dans la salle qui vous intéresse, donc D100 pour tout ce qui est data, jumeaux numériques, etc. D101 pour les interfaces multi-échelles et les revêtements de surface, etc. D102 pour tout ce qui est métrologie de l'inaccessible, métrologie sans contact, etc. Donc à tout de suite dans la bonne salle, et puis on va se connecter aussi dans les salles. Ça sera pas retransmis par la régie, mais on aura une connexion directement via Teams pour les gens qui sont à distance.